Salut Internet. Je sais pas vous, mais depuis que je suis gosse, je suis fasciné par la civilisation égyptienne. Je me revois encore la tête plongée dans des documentaires ou des livres sur le sujet. Mais le truc qui me faisait le plus kiffer et qui me fait encore maintenant le plus kiffer, c'était les histoires de découvertes. Que ce soit de simples vestiges archéologiques ou des dingueries du style la dague de Toutankhamon en fer de météorite. Je me suis donc dit qu'à l'occasion de la diffusion de la série Les Trésors perdus de la Vallée des Rois sur la chaîne National Geographic, notre partenaire du jour, je me devais de vous faire un petit top sur les découvertes les plus insolites d'Égypte antique. Allez, on y va! On débuterait pas cette vidéo avec une des merveilles les plus célèbres du monde antique. Bienvenue sur le site archéologique de Hawara. On va pas parler de la pyramide, mais de ce qui est probablement caché sous le sable, le labyrinthe de Hawara. On le connaît d'abord par les textes de l'Antiquité. Les historiens grecs, Hérodote et Pline l'Ancien l'avaient décrit comme une merveille absolue. Tenez-vous bien, il y aurait eu plus de 3000 pièces sur plusieurs niveaux, une infinité de colonnes, mais surtout, le labyrinthe aurait détenu les clés de l'histoire de l'humanité. Ça me fait rêver ces histoires. Bon, par contre, on n'est pas très sûr que ce soit vraiment son emplacement. En fait, c'est l'égyptologue Flinders Petrie qui l'aurait pour la première fois découvert il y a plus d'un siècle. Enfin, le site était déjà exploré, mais c'est le premier à y avoir vu des éléments qui ressemblent à la description du labyrinthe antique vieux de près de 3800 ans. Malheureusement, le site est extrêmement délabré et à l'époque, il n'a pas pu prouver son hypothèse. Mais bon, vous vous en doutez, comme on était sur la trace d'un lieu quasi mythique, il y a eu plein de fouilles. Eh ben non, en fait non. Il a fallu attendre 2008 pour qu'une équipe composée de géophysiciens égyptiens et d'artistes belges se pointe pour l'étudier. Et je peux vous dire que c'est pas le début d'une blague belge, mais d'un bon gros bourbier. Pour l'équipe, notre bon pote Flinders, il s'était pas planté. Ils ont aussi pensé qu'il s'agissait bien du fameux labyrinthe, à la différence que, pour eux, les ruines visibles n'étaient pas les fondations de la structure, mais son toit. Grâce à leur radar, ils auraient trouvé une sorte de structure sous leurs pieds, enfouie à plusieurs mètres sous les sables. Les artistes belges ont sans pression annoncé qu'ils avaient trouvé le labyrinthe. Et là, il y a bandage dans le potage. Car ils ont fait cette annonce sans la supervision de spécialistes et contre l'avis des intervenants égyptiens, en particulier de l'égyptologue et ministre en charge Zahi Hawass, qui n'a jamais confirmé la découverte du labyrinthe. Il y aurait même une histoire où c'est le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, dont fait partie Zahi, qui aurait mis son veto et interdit toute publication en lien avec cette expédition. Bref, tout le monde se renvoie la balle. En tout cas, aujourd'hui encore, on n'a pas connaissance d'autres fouilles pour élucider ce mystère. Et c'est très problématique parce que la nappe phréatique en dessous ne fait qu'augmenter et pourrait, à court terme, complètement détériorer les ruines. Et je vous rappelle qu'on parle d'un éventuel labyrinthe gigantesque de plus de 3500 ans. L'année 2018 a été marquée par la redécouverte d'un tombeau vieux de plus de 4000 ans qui a appartenu à une grande prêtresse égyptienne dénommée Hetpet. Et cette redécouverte est dingue pour plusieurs raisons. D'abord parce que sa découverte officielle date en réalité de 1909. L'archéologue allemand Karl Maria Kaufmann a trouvé l'entrée du tombeau grâce à des blocs de pierre qui portaient le nom de la prêtresse. Certains blocs ont même fini dans des musées allemands et comme quasiment aucun document des fouilles de Kaufmann nous sont parvenus, le tombeau a été d'une certaine manière oublié. Et il a fallu attendre 2018 pour qu'il fasse de nouveau parler de lui. Le lieu a été hyper bien conservé. Les archéologues ont pu observer de nombreuses fresques de la vie quotidienne et des représentations de la prêtresse elle-même en train de chasser et de pêcher. Il faut savoir que des femmes qui occupent des postes de haut rang dans l'Égypte antique, et c'est plutôt rare. Donc trouver le tombeau d'une femme aussi puissante, c'est quand même assez exceptionnel. La prêtresse était dévouée à la déesse Hathor, symbole de la maternité, la joie, l'amour, gloire et beauté. Voilà. Les archéologues pensent qu'elle a vécu sous la 5e dynastie égyptienne, c'est-à-dire entre 2500 et 2300 avant notre ère. Ses noms et ses titres étaient inscrits sur un bassin de purification trouvé dans le tombeau. On suppose qu'elle aurait été proche de la famille royale égyptienne de l'époque. Et justement, puisque je vous parle de découvertes incroyables sur les femmes égyptiennes, sachez qu'à la fin du mois de novembre dernier, la pyramide d'une reine inconnue a été découverte dans la nécropole de Saqqara. La seule chose que l'on sait sur elle est qu'elle s'appelait Net ou Ness, je sais pas trop comment ça se prononce, et qu'elle n'est jamais apparue dans les archives historiques.
On longe le Nil vers le sud pour débarquer sur une autre merveille de l'Égypte ancienne, l'île de Philæ. Ok, techniquement c'est plus vraiment l'île de Philæ, elle a été engloutie par les eaux dans les années 70, mais grâce à des égyptologues et la modeste somme de 15 millions de dollars à l'époque, les monuments de l'île de Philæ ont été déplacés sur l'île d'Agilkia, qui s'est fait spolier son nom et a été surnommé Philæ. L'endroit est surtout connu pour son majestueux temple d'Isis. Je vais pas rentrer trop dans les détails de la mythologie égyptienne parce que j'ai peut-être prévu de vous en parler prochainement, mais en gros, Isis est la déesse de la résurrection et de la fécondité. On la connaît aussi sous le nom de la magicienne. D'après la croyance, le tombeau de son mari et frère Osiris, dont elle aurait ken le corps mort pour enfanter, no comment, serait sur l'île voisine de Bigay. Quoi qu'il en soit, le temple est consacré à la féminité. Les historiens expliquent que les femmes s'y rendaient, grattaient les murs, puis consommaient la poussière dans le but d'enfanter dans l'année. Juste à côté du temple d'Isis, il y a la porte d'Adrien qui faisait partie d'une chapelle dédiée à Osiris, encore lui. Alors vous allez me dire, bon Doc, t'es bien gentil, mais une porte avec des hiéroglyphes, il y en a vraiment à tous les coins de rue en Égypte. Eh bien, détrompez-vous, c'est une porte extrêmement spéciale. Sur un de ces murs se trouve ce qui semble être le dernier hiéroglyphe connu. C'est celui du prêtre Esmet Akom, et il date du 24 août 394 de notre ère. Et dans le tas, il écrit un truc hyper stylé mais hyper triste, pour tous les temps, pour l'éternité, en espérant que son hiéroglyphe perdure, comme s'il savait que ça allait être le dernier écrit. Et à ce moment-là, ça a vraiment du sens. L'Empire romain domine totalement l'Égypte, qui est littéralement en train de disparaître. Le christianisme est imposé, les hiéroglyphes sont alors interdits, et Esmet Akom était sûrement l'une des dernières personnes à pouvoir le lire et l'écrire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit palmier dans l'hiéroglyphe, hein. El Palmito pour l'Eternado. Voilà. Vous vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais on connaît l'Égypte ancienne quasiment qu'au travers de son rapport à la mort. Les momies, les sanctuaires, les pyramides, les tombeaux. Conclusion, on connaît extrêmement mal le quotidien de cette civilisation. Alors oui, on a quelques petits vestiges évidemment de son passé, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Enfin, c'était sans compter sur la découverte involontaire de l'équipe de l'égyptologue Zahi Hawass en 2020. Ils étaient plutôt partis tranquilles, trouver des tombes ou, dans le meilleur des cas, un sanctuaire funéraire. Mais, mesdames et messieurs, ils n'ont pas juste trouvé un morceau de céramique. Ils ont sorti des sables la plus grande cité antique de l'Égypte jamais découverte. La ville d'Aton, dieu du soleil, sur la rive occidentale de Luxor. Elle daterait de plus de 3000 ans. Les constructions sont en si bon état qu'on a surnommé la ville la Pompéi de l'Égypte antique. Les murs de briques crues sont encore debout et les pièces sont remplies d'outils de la vie quotidienne, de poteries colorées ainsi que de bijoux, dont des amulettes en forme de scarabée. Bref, c'est un peu l'opulence de trésors. Et c'est pas tout. Les chercheurs pensent avoir identifié une boulangerie, un quartier administratif, une zone résidentielle et des palais. Bref, vous l'avez compris, c'est un puits de connaissances qui vient d'être unlocked et qui est considéré par le monde scientifique comme aussi importante que la découverte juste à côté du tombeau de Toutankhamon presque 100 ans auparavant. C'est d'ailleurs le grand-père de ce roi tout aussi légendaire qui s'appelle Plume, brique avec des piquets, vague... C'est quoi ça déjà? Ah oui, pardon, Amenhotep III qui a fait bâtir cette ville. On le sait parce qu'on a retrouvé des briques avec son sceau. En 1954, Qamar el-Malak a mis au jour le plus vieux bateau jamais conservé, la barque solaire du roi Khéops. C'est un pharaon qui a régné il y a environ 4600 ans et en vrai, on n'en sait pas des masses. D'ailleurs, on n'est même pas certain que ce soit sa barque, même si les théories vont largement dans ce sens. En même temps, c'est en fouillant près de la pyramide de ce même pharaon que Kamal serait tombé sur plus de 1200 pièces de bois, bien empilées comme il faut, ainsi que tout le nécessaire pour construire un bateau. Et c'est ce qu'ont décidé de faire les chercheurs. Il aura fallu près de 14 ans aux restaurateurs pour assembler la barque dans son entièreté. Pour le coup, on savait pas trop comment ils construisaient leur barque à l'époque, c'est pour ça que ça a mis du temps. Le résultat donne un beau morceau de 20 tonnes et presque 44 mètres de long. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une barque enterrée dans le sol. D'abord, faut comprendre que les Égyptiens assimilaient la course du soleil au cycle de la vie. On est à l'est, on atteint la force de l'âge au zénith et on meurt à l'ouest, qui représente le royaume des morts. D'ailleurs, petite anecdote, les lieux d'inhumation sont souvent à l'ouest du Nil, en Égypte, du côté des morts. Ce cycle se base sur la croyance que Ra, le dieu du soleil, traverse le jour avec une barque et la nuit avec une autre, en mettant une barque proche de la sépulture du pharaon qui est
accessoirement une divinité pour son peuple, eh bien il l'aide dans son voyage dans l'au-delà. Il lui offre un moyen de traverser le chemin jusqu'à sa résurrection en tant que dieu à l'Est. Je pense que vous suivez, pour résumer, la barque serait un objet funéraire qui accompagne le mort dans son nouveau voyage. Et si vous vous demandez si la barque de Khéops a déjà été utilisée pour la navigation, la vraie, eh ben on sait pas. La question ne fait toujours pas consensus au sein des spécialistes. Certains pensent que non, des éléments essentiels pour rendre un bateau navigable ne sont pas présents sur la barque. Elle aurait donc été conçue pour être simplement enterrée avec le pharaon. Mais pour autant, d'autres pensent qu'au contraire, elle aurait pu naviguer et aurait servi au pharaon Khéops, soit lors de pèlerinages dans des lieux saints, soit lors de ses funérailles pour être amenée jusqu'à Gizeh. Quoi qu'il en soit, même si tout cela reste des théories, même si on n'a pas encore démêlé le vrai du faux, ce dont je suis sûr, c'est que les pharaons savaient soigner leur sortie. En janvier 2021, une mission archéologique a permis la découverte de momies avec une langue en or dans la bouche. Les fouilles ont eu lieu à l'ouest d'Alexandrie, dans le temple de Taposiris Magna. Les momies ont été retrouvées en mauvais état de conservation dans 16 sépultures, mais 2 d'entre elles étaient habillées, entre autres, de masques funéraires, de couronnes et de bijoux à l'effigie des dieux. Et ces fameuses langues, pourquoi en or? Eh bien, déjà pour être plus précis, il s'agissait en fait d'amulettes en or en forme de langue. C'était évidemment pas leur langue qui était en or. C'était une pratique courante en Égypte antique qui aurait eu une fonction bien précise, celle de permettre aux défunts de communiquer après la mort avec notamment Osiris, le dieu de l'au-delà. Et pour preuve que ce n'est pas si rare, en décembre de la même année, de nouvelles momies avec le même genre d'amulettes ont été trouvées. Les fouilles ont été menées par une équipe espagnole de l'université de Barcelone sur le site d'El Banassa. Et parce que jamais 203, il y a quelques semaines, en novembre dernier, d'autres momies à langue d'or ont été trouvées. Non mais à 2 doigts d'en trouver dans mon jardin à ce rythme-là. Selon l'égyptologue Salima Ikram, la langue en or permettrait aux défunts non seulement de parler dans l'au-delà, mais aussi de goûter. En Égypte antique, l'or aurait été considéré comme la chair des dieux. Les parties du corps remplacées par de l'or symboliseraient donc la transformation des morts en êtres divins. Malheureusement, toutes les momies n'ont pas eu le même traitement de faveur. Certaines sont vouées à ne pas pouvoir tailler le bout de gras avec Osiris pour l'éternité, et ça, c'est dommage. Avis aux amateurs de bière, ce fait est pour vous. En 1912, l'égyptologue anglais Thomas Eric Pitt a trouvé un site exceptionnel à Abydos, sous un cimetière. Peu sûr de ce qu'il avait devant les yeux, il a supposé que c'était des fours à grains, mais il n'a pas eu l'occasion de le confirmer. Puis, malheureusement, la localisation du site a été totalement paumée, et il a fallu attendre 2018 pour qu'une équipe de chercheurs de Princeton et de la New York University retrouve les ruines. Alors, je veux pas dire, mais quand je vois la photo des fouilles, j'ai un petit peu de mal à comprendre qu'il ait fallu plus d'1 siècle pour retrouver l'emplacement. Il y a littéralement une route et un bâtiment à 10 mètres. Vraiment, ils ont juste manqué de chance en fait. La bonne nouvelle, c'est que Thomas Eric était pas très loin de la vérité parce que ce site était en fait une brasserie. Elle aurait été fondée sous Narmer il y a plus de 5000 ans. C'était pas une petite brasserie, hein. Les chercheurs parlent d'une production à très grande échelle. Ils ont trouvé 8 énormes zones qui comportaient chacune environ 40 grandes cuves. Et franchement, les chiffres annoncés par l'équipe sont hallucinants. 22 000 litres de production en même temps. Ça aurait pu abreuver plus de 8000 personnes. Par contre, je vous arrête tout de suite, c'est pas vraiment la bière comme on la connaît maintenant. Il semblerait que c'était davantage un mélange épais de graines et d'eau qui était ensuite filtré. Mais la question à 1 million d'euros, c'est pourquoi une si grosse production? Eh bien parce que c'était une des principales boissons du quotidien et du sacré. D'ailleurs, les chercheurs pensent que cette brasserie alimentait les rituels religieux royaux. Et rien de très sûr. Ça peut être aussi parce que le site était sur un lieu de chantier pharaonique et qu'il fallait abreuver tous les travailleurs. Qui sait? En tout cas, pour ceux qui, comme moi, n'en ont jamais assez de cette période historique, en ce moment, la chaîne National Geographic diffuse la 4e saison des Trésors perdus de la Vallée des Rois. Vraiment, j'ai eu la chance de regarder quelques épisodes en avant-première. C'est ultra sympa. On suit les archéologues dans leurs recherches en Égypte, on assiste aux fouilles et à plein de découvertes. En tout cas, vous pouvez être sûr que ce soir et les prochains dimanches, je serai devant mon poste de télévision à 21h pétante. Parce qu'en ce moment, la programmation est sur l'Égypte, mais après, ils diffuseront une série sur les faits insolites de l'histoire. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose peut-être. Enfin bref, je remercie grandement National Geographic et leur rendez-vous Mystère des civilisations d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous avoir fait confiance sur ce sujet beaucoup trop cool. Si vous allez découvrir ça, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.